Et ce documentaire est donc signé Antoine Mariotti, qui est parmi nous. On va en parler avec vous dans un instant, Antoine. Les États-Unis d'amnésie, conclut Lawrence Wilkerson, l'ancien chef de cabinet de Colin Powell. Vous qui étiez l'homologue français de Colin Powell, Hubert Védrine, au moment de l'offensive afghane, quelles leçons tirez-vous de ces 20 ans de conflit? On n'a rien appris, comme le dit Lawrence Wilkerson. Alors d'abord, je voudrais féliciter l'auteur du film, qui est un travail énorme. Et quand on connaît le métier, le fait d'articuler tout ça d'une façon cohérente et construite, c'est magnifique et c'est très utile. Alors pour moi, franchement, ça va bien au-delà d'un fiasco américain ou Biden. C'est quand même une sorte de fiasco occidental. Et ça remonte bien au-delà et bien plus largement qu'à l'Afghanistan. Donc d'un point de vue peut-être un peu radical, je pense que c'est quasiment la fin, le coup d'arrêt de ce qu'on appelait le wilsonisme. À partir du président Wilson, on va rendre le monde sûr par la démocratie, pour la démocratie. Ce qu'on appelait Pierre Asner, le wilsonisme botté, je pense que c'est un vrai coup d'arrêt, ça. Donc c'est énorme. C'est beaucoup plus que... Et même si les affaires avaient été bien gérées, on voit bien qu'elles ne l'ont pas été. Ça grouille d'incohérences, d'absurdités, d'interventions, on ne connaît rien de rien, on ne comprend rien à ces pays, etc. Parce que l'Occident est porté par sa mission civilisatrice. Donc je pense que c'est une remise en cause terrible. Je le dis sans m'en réjouir, parce que je crois qu'il faut absolument garder des capacités de réagir, de dissuader, d'intervenir quand notre sécurité est en jeu. Et là, je rejoins totalement ce qu'a dit le président Biden, que j'ai trouvé extrêmement courageux et honnête dans son intervention. Mais je ne sais pas si on est bien capable de distinguer ce qui relève de notre sécurité, typiquement le début de l'intervention en Afghanistan, pour éradiquer Al-Qaïda, et la suite. Mais on est obligé de faire ça. Donc la leçon que je tire, c'est qu'il faut distinguer. C'est la préservation de nos intérêts qui, en toutes circonstances, doit nous animer. Je pense que les Occidentaux d'aujourd'hui n'arrivent pas à assumer quelque chose qui aille au-delà. On ne va pas recoloniser le monde. Donc il faut tenir dans la durée. On ne peut plus promettre à des gens comme les Afghans, les femmes afghanes, mais pas que les femmes afghanes, ou des démocrates en Syrie, ou je ne sais qui, qu'on va intervenir et être présent à perpétuité pour les protéger. C'est pas possible. C'est des mensonges trop gros, honteux à l'arrivée. Donc on n'est pas capable. Je ne m'en réjouis pas encore une fois, parce qu'à la limite, si on avait une façon magique de faire en sorte que toutes les petites filles dans le monde, y compris en Afghanistan, puissent aller à l'école, très bien, bravo. Mais on n'arrive pas à tenir. On le voit bien, nous on a quitté l'Afghanistan en 2014. L'OTAN après, les États-Unis dans les conditions qu'on a vues, mais Trump avait acté la victoire des talibans. Il n'avait pas négocié la sortie avec le gouvernement. Déjà à l'époque, il savait très bien que le gouvernement ne valait plus rien. Et si Obama n'avait pas accompagné la France qui voulait frapper en Syrie, c'est parce qu'il savait que le Congrès ne l'aurait pas soutenu, notamment parce que les Anglais s'étaient retirés, etc., etc. Donc il faut arrêter de se mentir. En revanche, il faut rester capable et il faut démontrer à tous ceux qui haïssent l'Occident ou le menacent qu'on reste capable de détecter, surveiller, frapper, neutraliser. Donc la distinction que j'appelle de mes voeux, je sais qu'elle n'est pas facile. En tout cas, c'est la principale leçon que je tire, puisque je crois que même si ça avait été génialement géré, démocratiser l'Afghanistan, ça ne fonctionne pas. En plus de l'extérieur. Vous voyez, je suis un peu brutal, mais je résume ma conclusion. On rentre de plein pied dans le débat. Vaut-il mieux une dictature qu'une guerre civile, comme le dit Gérard Haraud, Dominique Moisy? J'ai un souvenir très précis des mois qui ont précédé l'invasion de l'Irak. Je voyais régulièrement des néoconservateurs, certains ont été cités aujourd'hui, et ce qui m'expliquait, c'est que la démocratie à Bagdad entraînerait la paix à Jérusalem, que seuls des États démocratiques étaient capables d'entamer un processus de paix. Alors, il y a une phrase de Daniel Cohn-Bendit que j'aime beaucoup. Il intitulait ces gens « les bolcheviks de la démocratie ». Alors, critiquer les bolcheviks de la démocratie est une chose. Se résigner à dire, comme vient de le faire Hubert Védrine, que c'est dramatique que les petites filles afghanes ne puissent pas aller à l'école, c'en est une autre. Et je pense que face à cette situation extraordinairement complexe, on doit trouver un juste milieu. Alors, le juste milieu dans mon esprit, Kissinger l'analysait dans les premières pages de son livre « On China ».
il avait réuni ses généraux en 1962. La Chine allait envahir l'Inde. Et il disait, nous allons appliquer les tactiques de l'empereur Li, qui vivait à 1200 avant Jésus-Christ. Nous allons attaquer avec le maximum de force, et une fois nos objectifs atteints, nous allons nous retirer. En fait, que les Américains aient attaqué l'Afghanistan en 2001 ne me choque pas. Qu'ils ne s'en soient pas retirés immédiatement. Tout le monde a soutenu d'ailleurs. Hein. Comment ? Tout le monde a soutenu Absolument, au début. Absolument. On va évoquer la question des objectifs dans un instant, mais Antoine, on est surpris sur l'ensemble de ce documentaire, de tous ces témoignages d'acteurs de premier plan de l'administration Bush, celle qui décide à la fois l'intervention en Afghanistan et ensuite la deuxième guerre d'Irak. Richard Armitage, John Negroponte, Lawrence Wilkerson, qu'on vient de citer, hein, l'ancien chef de cabinet de Colin Powell. On va le réécouter d'ailleurs. Never before in the history of America has the President of the United States authorized human beings to be tortured. And that's what George W. Bush did, under the heavy influence of Vice President Dick Cheney and his counsel, David Addington. We violated domestic law, we violated international law for sure, when we tortured people. No accountability has been achieved. They're war criminals. If it means I go to jail as a war criminal, as long as they go to jail as war criminals, I'll be happy. Pour qu'on comprenne bien, on a là le chef de cabinet du secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de l'administration, qui accuse le président et le vice-président d'être des criminels de guerre, au même titre d'ailleurs que lui-même. Comment avez-vous obtenu ces confessions qui sont autant de mea culpa ? Alors, la première étape, c'est d'arriver à convaincre les gens de parler. Ce qui n'est pas toujours évident. Certains veulent parler et répondre très rapidement, d'autres ne voulaient pas. Lawrence Wilkerson, au départ, ne voulait pas parler. Il a fallu négocier, parler, lui expliquer la démarche. Il avait déjà été contacté pour des documentaires où finalement il n'apparaissait qu'une minute à la fin et on s'était servi de lui uniquement pour avoir Colin Powell. Donc il disait non, ça suffit, je ne veux pas. Voilà. Et bon, bref, je vous passe tous les détails pour le convaincre, mais il faut les convaincre d'abord. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des interviews qui sont extrêmement longues, qui durent en moyenne 1 heure. Certaines, avec David Petraeus, j'ai passé 2h30 face caméra à lui poser des questions. Donc forcément, il en reste peu au final. Mais d'une part, ça les met en confiance et ils peuvent se livrer. J'allais dire presque déblatérer leur langue de bois habituelle avant d'entrer dans le cœur du sujet et de dire vraiment les choses. Et puis surtout, c'est important pour moi en tant que journaliste et que réalisateur pour être sûr de bien comprendre ce qu'ils disent et que les petites parties que l'on va garder au final, parce qu'on aurait pu faire 10 heures de documentaire, soient bien dans le contexte et respectent bien ce qu'ils pensent et que ce n'est pas trahi. Donc voilà, après certains, la plupart ne briguent plus de poste aujourd'hui, ont un certain âge, ne s'attendent pas à être nommés à tel ou tel endroit et donc veulent aussi gérer l'image qui reste. Et puis il y en a comme Wilkerson qui ont un petit peu du mal à dormir aujourd'hui. Alors il ne faut pas croire pour autant qu'au département d'État, que ce soit Colin Powell ou Richard Armitage, son numéro 2, on était contre la guerre en Irak, par exemple. Ils n'étaient pas foncièrement contre. En revanche, ils étaient contre tout ce que présentaient les Dick Cheney et autres avec tous ces mensonges, et ils ont essayé de mettre un maximum de garde-fous pour que ce soit justifié, mais il ne faut pas non plus penser qu'à la base, c'était complètement des anges non plus, mais ils ont aujourd'hui beaucoup de mal à vivre parfois avec ça. D'ailleurs, il cite Edith Piaf, Armitage, pour dire je ne regrette rien. Oui, il regrette beaucoup, lui aussi. Oui, il a la dent dure. On va d'ailleurs réécouter 2 témoignages des dirigeants que vous avez interrogés, cette fois sur les objectifs poursuivis par les États-Unis en Afghanistan. I was present at a meeting before the invasion of Iraq with President Bush. 2 decisions were made by the president. First was we would de-Baathify only to a certain level. The second decision was one that we actually, from military airplane, dropped leaflets onto the soldiers, and it said, soldiers of the Iraqi army, go home. We will call you back. One of the first things Bremer did when he was in Iraq was in some fashion turn around those 2 decisions and reversed them. He disbands the entire military. And I remember one of the colonels saying to me, do you know what that meant? That meant that something like 50,000 Republican Guard soldiers went home with their weapons and said, I'm now opposing the government.
C'était non pas l'Afghanistan, vous l'avez compris, mais la stratégie poursuivie, celle-là en Irak. On reviendra sur les objectifs en Afghanistan. L'Irak, c'est l'erreur du nation building, ce qu'il faut comprendre ici. La débassification, c'était une erreur absolue dans ce pays. Hubert Védrine. L'ensemble est une erreur. L'Afghanistan, on peut distinguer le début. D'ailleurs, s'ils avaient mis la main sur Bin Laden tout de suite, ils ne seraient pas restés. Donc c'est le fait de rester, puis de commencer à délirer sur le fait qu'on allait démocratiser l'Afghanistan, etc. Mais le début se défend très bien. Et donc tout le monde l'a soutenu. Je rappelle que j'étais dans un gouvernement qui a soutenu tout à fait ça, ainsi que Jacques Chirac. L'Irak, ils ont tout faux. Tout faux. Donc même si ça avait été fait de façon moins idiote, de toute façon, c'est tout faux. Ils n'avaient aucune raison d'y aller. Le raisonnement comme quoi la démocratie en Irak allait permettre de régler la question israélo-palestinienne, c'est du délire absolu. Ça traduit un mélange de prétention, de violence, de bêtises, d'ignorance, d'inculture absolument totale des situations. Enfin, c'est effrayant. Les 9 années donc, qui ont il n'y a même pas besoin d'entrer dans les convulsions, la politico-moraliste des uns et des autres qui disent « moi j'ai fait ça », etc. Les 9 années qui ont suivi... C'est une erreur globale. Les 9 années qui ont suivi la première guerre d'Irak, durant lesquelles on expliquait qu'on avait laissé les Kurdes livrés finalement à la vindicte de Saddam Hussein. C'est pas le sujet, on ne va pas recoloniser le monde. On n'a pas les moyens. Il est temps d'être honnête sur ce sujet. Donc on va intervenir, comme l'a dit Biden, je renvoie à Biden, parce que je ne comprends pas que les médias français aient sous-estimé à ce point le discours, laborieux, difficile, sur la défensive, mais il a dit des vérités. Il a dit que il n'a pas parlé de l'affaire Irak, parce que c'est une erreur totale. Il a dit si on avait été attaqué depuis le Yémen, on aurait frappé le Yémen, et on serait reparti, et on n'aurait jamais été en Afghanistan. Alors c'est terrible à dire, parce qu'il y a une telle attente, et puis pas dans les grands publics qui sont d'accord avec ce que je dis, mais dans les médias qui ont accès à la parole publique, notamment dans les médias, notamment aux États-Unis et en France, les gens veulent autre chose. Et quand Biden dit « je fais la politique pour les classes moyennes », ça veut dire qu'il ne fait pas la politique du New York Times, du Washington Post, etc., etc. C'est très dur à dire, c'est très dur je le répète, à distinguer. L'Afghanistan peut distinguer le début et la suite. L'Irak, je pense que ça se rejette en bloc. Sur cette question du nation building, oui, c'est une aberration. Ça veut dire qu'on n'a pas cherché à le poursuivre en Libye. Ça veut dire que demain, au Mali, il ne faudra pas, quand on parle d'État failli en Mali, on ne peut rien faire. Les Français, à mon avis, ont dit moins de bêtises sur le Sahel que les Américains sur les autres sujets. On est intervenu parce qu'il y avait un risque, au début, sur Bamako. Et qu'on ne veut pas accepter qu'il y ait une sorte de Daesh au Sahel. Et les responsables maliens et tous les autres. Et le Conseil de sécurité était d'accord. Mais maintenant, il ne faut pas se laisser happer par cet engrenage. Le nation building de l'extérieur, ça ne marche pas. Sauf si on revient au début de la période coloniale, où on s'installe pour 150 ans. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas parce qu'on dit l'inverse depuis des 20 ou 30 ans dans ce pays qu'il ne faut pas reconnaître l'importance du moment. Et il faut arrêter de promettre ça à des gens dans ces pays qui attendent ça. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'exemple que vous pourriez me citer où ça marche, en fait, de l'extérieur. Encore Biden l'a dit aussi. Il y avait le Japon, qui est souvent cité en exemple comme un pays dans lequel les Américains ont quitté. Voilà. Alors, évidemment, si vous faites Hiroshima, Nagasaki, vous êtes le patron après. Ou alors, si vous renversez Hitler par une coalition avec Staline, avec Staline, après, vous faites la loi. D'accord. Mais est-ce qu'on est dans ces situations de guerre mondiale? Alors, l'Occident s'est un peu écrasé par rapport à ça jusqu'à la fin de l'URSS, donc au début des années 90. Et là, l'Occident dit on est les maîtres du monde. Donc on a le droit d'intervenir partout pour imposer nos trucs. Et ce qui est horrible à analyser, c'est qu'il y a toujours une part de sincérité. Il y a des bons sentiments, il y a des attentes légitimes qui sont assez touchantes, tellement il y a de gens qui vivent mal ou qui sont persécutés dans le monde. Mais on ne peut pas. Et on n'est pas dans un monde où on est les patrons, contrairement à ce qu'on a cru, un monde de la fin de l'histoire. Il y a la Chine, il y a les émergents, il y a la Russie, les islamistes, etc. Donc je plaide pour un mélange de réalisme et d'honnêteté, c'est le moment ou jamais. Alors on va écouter sur les objectifs d'Afghanistan et vous répondez parce que finalement ça rebondit assez bien sur ce qu'ont tenté par la suite les Américains en Irak. Les objectifs poursuivis en Afghanistan. I say you won the war in Afghanistan about 5 months into it, right? All your objectives were achieved, all of them. And then you came up with a brand new plan to turn Afghanistan into Switzerland in Central Asia. Si vous donnez à quelqu'un un fusil et vous lui dites qu'il travaille pour l'État, il ne peut pas nourrir ses enfants, à quoi vous vous attendez? Enfin, il est obligé presque d'utiliser son fusil pour nourrir ses gosses. C'est une très très grande question qui se pose
dans énormément de pays du tiers-monde. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Je vais donner la parole à Dominique Moïse dans un instant, mais vous vouliez réagir parce que Sam Fadis, l'ex-agent de la CIA que vous avez interrogé, dit finalement quelque chose d'assez différent de Lakhdar Brahimi. Lui, il dit au bout de 5 mois, notre objectif est atteint, on peut partir. Et là, on a changé d'objectif, on s'est trouvé une nouvelle mission, transformer l'Afghanistan en une Suisse du Moyen-Orient. Voilà ce qu'il dit. Et puis Lakhdar Brahimi dit derrière, en gros, si on ne donne pas aux gens de quoi se nourrir, une administration capable donc de tenir le pays et d'alimenter notamment les fonctionnaires, eh bien vous leur avez donné des fusils, ils vont s'en servir pour chercher eux-mêmes la nourriture et ça va décupler la violence. Oui, mais il y a 2 étapes, comme le disait très justement Hubert Védrine. Au bout d'un moment, la première étape était de chasser les talibans du pouvoir. C'était l'objectif des Américains, parce qu'ils hébergeaient Al-Qaïda et donc ils les avaient laissés organiser les attentats depuis l'Afghanistan. Mais il faut quand même rappeler une chose importante, c'est qu'ils ont chassé les talibans et Al-Qaïda, donc qui s'est réfugié dans des montagnes, dans des grottes ou autres, avec à peine 200 Américains au sol. Il y avait un appui aérien américain, mais il n'y avait que des forces spéciales et quelques hommes de la CIA. On est parti à 8 au départ. C'est avec l'Alliance du Nord et quelques tribus, quelques groupes Pashtuns, etc. dans le sud, notamment celui d'Hamid Karzai qui est devenu président, qu'ils ont chassé finalement cela du pouvoir. Et ce que dit Sam Fadis, il dit, alors tous nos objectifs ont été atteints. Alors oui, sauf celui d'avoir Ben Laden, et c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de rester. Mais Lakhdar Brahimi pose une question très juste aussi. Personne ne s'est réellement posé la question de où étaient partis les talibans. Ils sont partis, on a le contrôle, donc maintenant on va avancer. Et c'est en bonne partie vrai. Et il y a les Américains qui disent souvent c'était la guerre juste, l'Afghanistan, parce que le 11 septembre était organisé de là, contrairement à l'Irak. Sauf que rester sur place après, contrairement à ce qu'a dit Joe Biden il y a quelques jours, ça n'a jamais été notre objectif de faire du nation building, de construire une nation, de construire une démocratie unifiée, centralisée. Mais qu'ont-ils fait les Américains à part ça depuis 20 ans, puisqu'ils ne sont pas arrivés pour faire une opération spéciale, chasser des gens du pouvoir et en mettre d'autres à la place. Ils ont fait cela, avec un échec retentissant, on l'a bien vu. Dominique Moïse, sur toutes ces questions, et d'abord sur est-ce que les Américains sont restés trop longtemps, ou bien est-ce qu'au contraire, ils ne se sont pas suffisamment impliqués, ou en tout cas mis peut-être les mauvaises personnes à la tête du pays, pas suffisamment impliqués dans la construction d'une administration efficiente en Afghanistan? C'est facile à dire avec le recul du temps, mais ils ont accumulé les erreurs. C'est-à-dire, il ne fallait pas rester après avoir chassé les talibans du pouvoir. Et si on restait, il ne fallait surtout pas aller en Irak et disperser ses efforts. La guerre en Irak condamne l'Afghanistan à être un échec. Et je crois qu'il faut lier les deux. Moi, j'ai un souvenir très précis. J'enseigne à l'université d'Harvard à la fin des années 2000. Un de mes étudiants vient me voir. C'est un lieutenant-colonel français qui a servi à Kaboul dans les forces de l'OTAN. Et il me dit, je sais que vous avez vu Pétréus, il a voulu vous convaincre, mais moi je vous dis qu'on ne pourra jamais gagner en Afghanistan. Et la raison est simple. Les Afghans savent que les talibans sont là pour rester et que nous sommes là pour partir. Nous n'avons aucun moyen de gagner. Et c'était l'inverse que me disait, bien entendu, Pétréus à la même époque. Donc, ce n'est pas une question de moyens, en fait. Non. Non. En fait, bizarrement, c'est une question d'une pensée fausse. C'est l'objectif est inatteignable dès le début, et les moyens qu'on utilise pour atteindre cet objectif le rendent encore plus impossible. Avec la certitude qu'on n'arriverait pas à éradiquer les talibans. Avec la certitude, alors là il faut intégrer un nouveau phénomène, mais Hubert Védrine en a parlé très souvent. L'idée de guerre contre le terrorisme est une aberration. On ne déclare pas la guerre à un mode d'opération. La terreur, c'est un moyen. Ça n'est pas un ennemi en soi. C'est votre avis, Hubert Védrine? Oui, oui. Mais éradiquer les talibans, c'est éradiquer les Pashtuns, alors. Ouais. Alors, on peut se servir aujourd'hui. C'est supposé, comme le dit Michel Houellebecq, que tout Pashtun est un taliban en puissance. Non, ceux qu'on croise le matin et qui font des saluts ou tirent dessus le soir. Mais justement, la tentation aujourd'hui, et elle est dangereuse, c'est de dire, dans le gouvernement taliban, sur 33 personnes, il y a 30 Pashtuns. Il y a 40% de la population qui n'est pas Pashtun. Elle est furieuse, c'est vrai. Alors est-ce qu'on va maintenant armer les Ouzbeks et les Tadjiks
on recommencerait ce processus. Ce serait un cycle qui me paraîtrait vicieux et dangereux. En tout cas, l'Amérique ne le fera pas parce que c'est exactement ce que Biden a écarté. Quelles étaient alors justement les intentions réelles des Américains, du moins à l'époque? Écoutez. He said, well, they think you're spies. Spies? Spies for whom? They just don't like, your boss, Secretary Powell. Oh, okay, so you're telling me that we can't talk anymore? We want to talk, the colonel said to me. We want to talk. We need to talk. But Secretary of Defense tells us we can't. So I realized that part of it, if not a large part of it, was they were talking about Syria, and they were talking about Iraq, and they were talking about Iran, and they were war planning for those countries. And they didn't want us to find out about it. C'est la conviction que vous avez obtenue au fil de ces entretiens que vous avez pu mener pour ce documentaire, Antoine Mariotti. Les Américains, si l'Afghanistan et l'Irak avaient été rapidement couronnés de succès, auraient été prêts à pousser l'offensive sur la Syrie et sur l'Iran. C'était leur intention de départ? C'est peut-être pas leur intention de départ. En tout cas, l'Irak était présent, et on le voit dans le documentaire, avec des témoignages directs, dès le lendemain du 11 septembre, dans la tête de certains haut placés au sein de l'administration Bush, et qui avait une obsession. Dès la passation de pouvoir avec Bill Clinton, dit Bob Woodward, qui raconte déjà ces événements, les tractations qui ont précédé à l'entrée de George Bush à la Maison-Blanche. Et quand je parle à John Bolton, qui donc a été l'un des plus importants diplomates à ce moment-là, avant de devenir ambassadeur à l'ONU, puis plus tard conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, je dis, mais finalement, quand on regarde bien tous les attentats qui ont frappé les Occidentaux, que ce soit le 11 septembre, le 13 novembre, il y en a toute une flopée malheureusement, ont été commis la plupart des sunnites, pas par des chiites. Est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer davantage à ce problème-là, pas aux sunnites dans leur ensemble, mais aux groupes terroristes? Il me dit non, la priorité, ce n'est pas ça, c'est l'Iran. Parce que l'Iran veut l'arme nucléaire, c'est ça. Et je vous dis ça pour bien comprendre que c'est une obsession chez certaines personnes. Chez John Bolton, par exemple, c'en est une réellement. Et ça l'est chez... On voit bien que Paul Bremer avait des idées un peu préconçues aussi. Le consul américain en Irak. C'était surtout après du côté de Dick Cheney, le vice-président, et l'entourage de Donald Rumsfeld énormément. Hubert Védrine, il y a une obsession iranienne dans cette administration républicaine, finalement, comme l'était Donald Trump depuis le début des années 2000? Il y a plusieurs obsessions, mais ils n'ont pas réussi à les... Toutes fausses d'ailleurs. Mais ils n'ont pas réussi à les organiser, d'où le chaos que l'on décrit. Mais attention à ne pas se concentrer que sur l'accumulation des erreurs américaines. Ça remet en cause l'attitude de l'Occident dans son ensemble. Bon, alors moi, je voudrais rapporter un témoignage par ailleurs. Au moment où arrive l'administration de George W. Bush, j'étais à Washington en tant que ministre. Alors, je n'ai pas vu le président, mais j'ai vu Mme Rice, qui était la conseillère spéciale pour la sécurité, et j'ai vu Cheney. Et c'était évident qu'ils n'attendaient qu'une occasion d'aller en Irak. Ils voulaient finir le job, comme ils disaient. Tu te rappelles? Oui. Ils en voulaient au George Herbert Bush, le père, de s'être arrêté à la libération du Koweït. Il avait eu raison. Bon. Donc il y avait cette obsession à ce moment-là. Mais à d'autres moments, il y a d'autres morceaux de l'administration. Il y a l'obsession iranienne. Bon, il y a une obsession iranienne de fond, depuis la révolution de 79. Oui. Mais alors après, le système washingtonien, il arrive plus ou moins à mettre de l'ordre, ce qui fait qu'ils ont le choix entre plusieurs erreurs, en fait. Mais l'aboutissement, c'est un fiasco. Et pas que américain. Pas que américain. Je souhaiterais beaucoup, moi, qu'en Europe, on s'interroge là-dessus, sur la suite des interventions nécessaires. Lesquelles? Ou comment? Et quelles sont celles qu'il vaut mieux éviter? Mais si on revient à l'époque, j'ai un témoignage personnel. J'ai soutenu la guerre en Irak. J'ai eu tort. Et je m'en suis excusé auprès de mes lecteurs dans le New York Times en disant « J'ai eu tort de soutenir cette guerre ». Pourquoi l'ai-je soutenue? Parce que j'étais persuadé, j'avais plein de sources qui me mentaient en réalité, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On me disait, des gens que nous connaissons bien tous les deux, mais le président Chirac lui-même est convaincu, il le sait. C'était pas vrai, ça. C'était pas vrai, bien entendu. Et Colin Powell le croyait, comme toi, de bonne foi. Voilà. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ces armes de destruction massive, quand je me suis rendu compte que je m'étais trompé parce que j'avais été trompé, eh bien, j'ai demandé pardon. Vous ne croyiez pas, vous, à l'époque, au grand projet néoconservateur de redessiner finalement la carte du Proche et du Moyen-Orient? Si, mais il me paraissait absurde. Je crois qu'il y avait les obsédés de l'Iran. Et vous avez cité l'obsédé en chef,
qui était John Bolton. Qui était dur. Hein. Je me rappelle les débats. Maintenant que je suis aux affaires, l'Amérique ne fait plus dans les carottes. Nous sommes uniquement dans le bâton. Et le bâton, il le dressait à l'égard des Européens qui faisaient preuve de certains doutes à l'égard de ces visions. Donc c'est un moment d'hubris américain exceptionnel. Qui est un excès de vanité américaine. C'est le produit... c'est plus que de la vanité. Je crois que c'est le produit de la rencontre entre 10 ans d'hyperpuissance. La fin de l'URSS. Voilà. 10 ans d'hyperpuissance et le choc de l'humiliation au moment où on se croit les maîtres du monde. Et il faut se venger pour que l'Amérique redémarre. Mais cette vengeance légitime, elle supposait une intervention de 3-4 mois en Afghanistan et un départ immédiat. Les images... Pas d'Irak. Non, surtout pas d'Irak. Alors que ceux que j'ai vus et que j'ai décrits, ils cherchaient un endroit où l'Amérique puisse remontrer sa force, qui soit pas trop dangereux, où la victoire soit évidente, et donc l'ordinateur répond l'Irak, même si c'est absurde. Pardon, c'est juste une chose. Moi, j'ai un souvenir qui me revient. Fouad Adjami, proche conseiller à l'époque de George W. Bush, me dit, tu comprends, les terroristes du 11 septembre, c'était des Saoudiens et des Égyptiens. Mais comme on ne peut pas déclarer la guerre à l'Arabie saoudite et à l'Égypte, eh ben, on va la déclarer à l'Irak. Donc on instrumentalise en connaissance de cause cet événement. Les images qu'on a vues ces derniers jours, Hubert Védrine, de Kaboul, reprises par les talibans, les commentaires effectivement assez amers sur le bilan de ces 20 ans pour les États-Unis et pour les puissances occidentales alliées, ça va avoir des conséquences fortes d'après vous sur les prochaines années? Ça a des conséquences énormes, mais ça dépend comment on analyse ça. Mais je rappelle donc que Trump, quand il a fait passer l'accord au Qatar avec les talibans, il avait acté la fin du régime. Donc il n'a pas négocié avec les talibans, qui est une sortie en bon ordre, avec une sorte d'armée talibane qui accompagne les autres à l'aéroport. Ça aurait été présenté aussi comme une humiliation, d'ailleurs. Bon. Donc les leçons à tirer, se demander quelles leçons on peut en tirer. Alors moi j'ai insisté à plusieurs reprises sur est-ce qu'on peut distinguer les cas où il faut quand même intervenir parce que notre sécurité est en jeu, et les cas où on a des tas de bons sentiments, de bonnes intentions missionnaires, où ça ne marche pas. Bon. Il y a tout un travail à faire par quelques milliers de gens qui réfléchissent, qui travaillent, qui ont été aux affaires, qui sont dans les think tanks, des gens comme Dominique, il y en a plein, il faut arriver à distinguer les critères. Mais ça, c'est chez nous. La grande question, et je ne sais pas ce que tu en penses, c'est la leçon que vont tirer les Russes, les Chinois, les islamistes en général, les trafiquants d'immigration clandestine en Afrique, toutes les puissances hostiles variées, toutes les mafias dans le monde, enfin, tous les adversaires hétéroclites de l'Occident. Et là, ils risquent de se gourer en croyant que l'Occident va plus se défendre du tout, alors qu'évidemment, on sera prêt à refrapper s'il y a un vrai danger, si on arrive à le distinguer. Il peut y avoir une erreur d'interprétation dangereuse par rapport à ça. Donc, leçons à tirer par les autres, lesquelles? Ça va provoquer des ardeurs et peut-être des erreurs? Alors, je crois que si on prend les leçons globales du 11 septembre, qu'est-ce qu'a réussi à faire Bin Laden? Il n'a pas réussi à créer un monde musulman radical. Aujourd'hui encore, quand on demande, vous vous sentez proche des idées d'Al-Qaïda, je crois qu'il y a un musulman sur 100 000 qui se sent proche. On a fait des études. Il a affaibli l'Amérique, mais est-ce que c'est Bin Laden qui a affaibli l'Amérique ou est-ce que c'est l'Amérique qui s'est affaiblie elle-même? Je suis plus favorable à cette deuxième interprétation. La surréaction américaine et toutes les erreurs que l'on a mentionnées ont conduit à un affaiblement de l'Amérique. Et les vrais vainqueurs aujourd'hui, ce sont les puissances despotiques orientales, la Chine et la Russie. Et c'est vrai que les Asiatiques disent toujours, sans leur demande, mais ça n'a rien à voir, l'Afghanistan et Taïwan. Mais en fait, la Chine dit, vous savez, l'Amérique a abandonné les femmes afghanes. Vous, Taïwanais, elle va vous abandonner aussi. Vous avez tort. Donc, en fait, ils utilisent déjà cet argument. Dès qu'on n'est plus à l'abri du parapluie américain. Pour faire peur. Oui. Ils ne sont pas encore vainqueurs, mais ils peuvent en profiter. Voilà. En tout cas, ils essaient de l'utiliser. Ils en profitent.
Ouais, ouais. Merci beaucoup, messieurs, c'est la fin de ce débat. Merci Dominique Moisy, merci à vous, Hubert Védrine, et merci à Antoine Mariotti pour ce documentaire que vous avez pu voir donc en exclusivité sur France 24. Tout de suite, je vous propose de revoir en images les principaux moments de cette cérémonie de commémoration donc des 20 ans des attentats du 11 septembre aujourd'hui aux États-Unis. Ameth Jr. Edelmiro Abad. Peter Paul Apollo. Faustino Apostle Jr. Thank you for watching over us. We missed you. And please convince Mommy to get us a husky someday. William Joseph Cashman. Thomas Anthony Casoria. William Otto Casper. James T. Lynch, Jr. Terrence M. Lynch. Michael Egan. Samantha Martin Egan. Carol Egger. Lisa Karen Ehrlich. My dad, Donald Reuben Green. My mother and flight attendant, Cece Ross.